as well. It's not an easy task to speak after Arlette. And I'm sorry to say for the representatives of the DRC state institutions, but if you see the impressive list of clients that Arlette had on one of her slides, it's in fact Arlette who runs the DRC's mining sector, not the state institutions. That being said, on a more serious note, it's a real pleasure to be here, distinguished guests, representatives of the DRC's state institutions, ladies and gentlemen. So the title of this session is Critical and Strategic Minerals, Exploring the DR Congo's Potential. Now, there are various definitions in circulation of what critical and strategic minerals are. Some refer to the importance for a country's socio-economic development. Others emphasize the role in enhancing a country's defensive capabilities, or to minerals whose supply chains are vulnerable to disruptions. In the foreword of the Canadian Critical Mineral Strategy, the Canadian Minister of Natural Resources describes critical minerals as the building blocks for the green and digital economy. He goes on to say that there is no energy transition without critical minerals. No batteries, no electric cars, no wind turbines, and no solar turbines, and no solar panels. The sun provides raw energy, but electricity flows through copper. Wind turbines need manganese, platinum, and rare earth magnets. Nuclear power requires uranium. Electric vehicles require batteries made with lithium, cobalt, and nickel. Indium and tellurium are integral to solar panel manufacturing. Add to that today's man's best friend, new best friend. It's no longer the dog, it's the smartphone. Add to that data centers needed to support the AI revolution. None of them are part of our lives without critical minerals. So if all of us who are gathered in this room today want to maintain our lifestyles, we will need to discover and mine more critical minerals. If we want to make these lifestyles sustainable, not only for ourselves, but for others that aspire to them and for generations to come, we will need to mine ginormous quantities of critical minerals. One of the craziest stats that I've come across in this respect is that in all of human history, we've mined about 700 million tons of copper, and that in the next 20-odd years, we will need to mine the same amount again. Let me repeat that for it to sink in. In all of human history, we've mined about 700 million tons of copper, and in the next 20-odd years, we will need to mine the same amount again. Now, where are we going to find these critical minerals? Where are we going to mine these critical minerals? This is where the second part of this session's title comes into play, the DRC's potential, which we are meant to explore today. The Merriam-Webster's definition of potential is something that can develop or become actual. Today, I don't want to speak only about projects that can develop or become actual in the DRC. I want to speak about projects that have been developed and are already actual. I want to speak about our success stories that have materialized in recent times and have resulted in the DRC being home to the highest grade zinc mine in the world and to the best copper project in the world. For the record, both Canada and the US consider zinc and copper to be critical minerals. The zinc mine I'm speaking about, for those that know us, it will come to no surprise, is the Kipushi mine, which Ivanhoe Mines, together with Gécamines, its state-owned joint venture partner, has resurrected. The Kipushi mine started operations in 1924 as an open-pit copper mine with, at the time, the highest copper grades in the world, up to 18%. The mine later became an underground polymetallic mine, mining zinc, germanium, lead, in addition to copper. In 1967, Gécamines took over ownership from Belgian company Union Minière of the Kipushi mine, and operated it until 1993, when the project was put on care and maintenance. In 2011, Ivanhoe Mines acquired 68% of a 68% stake in the project. At the time, the mine was flooded, and most of the surface infrastructure was only suitable for scrapyards. However, in 2024, last year, 100 years after its creation, 31 years after it was put on care and maintenance, production resumed at the Kipushi mine. First production of zinc concentrate happened in June of last year,
And by the end of the year, Kipushi had produced just over 50,000 tons of zinc in concentrate. Production guidance for 2025 has been set at 180,000 tons to 240,000 tons of zinc in concentrate. Maybe some of you weren't too familiar with our Kipushi project, but I'm sure everyone knows about the world's best copper project, the Kamoa-Kakula project, just about 30 kilometers from Kolwezi. Merely 8 years after the game-changing discovery of the ultra-grade Kakula deposit in 2016, the Kamoa-Kakula project became the third largest copper project in the world in terms of production capacity. The project, which has been developed in phases, also stands out because it has succeeded to complete most of the phases on budget and ahead of schedule. First production of copper concentrate only dates back to May 2021, but last year Kamoa-Kakula already produced nearly 440,000 tons of copper in concentrate. Production guidance for 2025 has been set at 520,000 tons to 580,000 tons of copper. Kamoa's production volumes have made significant contribution in the DRC, becoming the second biggest producer in the world, with only Chile ahead of it. Now, 2025 will not only be an important year because of further production growth at Kamoa-Kakula, it will be transformational for Kamoa and for the DRC as a whole, because of the upcoming commissioning of the company's own direct-to-blister smelter. Kamoa smelter will be the biggest copper smelter on the African continent. I guess you're starting to get the team here. Will be the biggest copper smelter on the African continent and the biggest of its kind in the world. Once fully ramped up, it will have a production capacity of 500,000 tons per annum and will allow Kamoa to move from production of copper concentrate to the production of copper anodes with a purity of 99.7%. So it is important to speak about these success stories in a session about the DRC's potential, because not too long ago, these success stories were sitting in the category of the DRC's vast unrealized potential. These success stories are the best testimony of the possibility to convert such potential into actual operational projects that positively impact the lives of millions of people in the DRC and beyond. And that's why we are looking for more copper in the DRC, for more building blocks for the green and digital economy. Ivanhoe Mines owns a vast land package adjacent to the Kamoa-Kakula project, which forms its Western Foreland exploration project. The Western Foreland project is made up of a significant number of exploration licenses, or early-stage mining licenses, covering an area of more than 2,000 square kilometers. Exploration efforts have been significantly ramped up since the entry into production of the Kamoa-Kakula project. Last year, approximately $37 million was spent on direct exploration, and another $38 million was spent in the context of license acquisitions. Ivanhoe Mines has already made 3 new discoveries in the Western Foreland, being the Makoko, Kiala, and Kitoko discoveries. There is still some work to be done to better understand the ore bodies, but we are hopeful that not too long from now, these deposits will commence their own migration from the unrealized potential category to the pages of the DRC's success stories. Thank you. Thank you, Olivier. Any questions to Olivier or to Ivanhoe? Are you the biggest exploration budget spender in DRC? I think it's quite safe to say. So the number is 35 million or 38 million? So it's really been stepped up since the entry into production of the Kamoa-Kakula project. So before that, the main focus was the development of that project and bringing it into production. Mm-hmm. Once that was done and stabilized, the exploration efforts that had been basically going on before Kamoa-Kakula, that was part of the Kamoa-Kakula discovery, they have been stepped up again. And for a while, we were spending about $20 million per year on exploration. But that has significantly increased last year. Last year we drilled about 80,000 meters, and so the spend on exploration, stricto sensu, was about $37 million last year. This year that number will go up again. And this is the Ivanhoe share of the exploration spending, not the joint venture. So the difference between Kamoa-Kakula project and the Ivanhoe Mines Western Forelands project is that we don't have the same joint venture partner.
at Kamoa-Kakula. So Kamoa-Kakula is a joint venture between Ivanhoe Mines, Zijin, and the DRC. On the Western Foreland, the ownership of the different companies that hold the licenses varies. In some of the companies, we hold 100%. In some companies, we have joint venture partners, and where we own, the minimum we own there is 60%. But these are local joint venture partners as opposed to bigger mining entities such as Zijin. I think I've seen, obviously, as an analyst, I know what the future plans are, but could you share the future plans in terms of the upside of Ivanhoe in DRC, in terms of the production numbers? Well, again, you need to distinguish between Kamoa-Kakula, where this year guidance has been given. Next year, we are targeting to hit the 600,000 mark, because in terms of production capacity that has been installed since last year, but obviously all the different pieces of the puzzle need to fit together in terms of mining crews and mining output, matching it with milling output and so forth. For Kamoa-Kakula on its own, we will target the 600,000 next year. What happens beyond Kamoa-Kakula in terms of Western Forelands, a bit too early to tell. We are closing in on getting a better understanding of the ore bodies, and therefore we'll soon start thinking about mine development and where to put, for example, the declines. But it is a bit too early to tell in terms of what that would add in terms of volumes to what is being produced at Kamoa-Kakula. Yeah. I don't want to dominate this question, but anybody else has a question? Yes, sir. En français ou en anglais? Okay. Mike, please. Microphone. Bonjour, Monsieur Olivier. Bonjour. Moi, je suis Daniel Coubelois. Je suis avec EIP, Eastern African Power, et je suis professeur associé à l'ISP Télécassi. Mes questions, j'ai deux questions. C'est concernant l'énergie, en termes d'énergie, parce que j'ai vu que vous achetez de l'énergie au niveau du Namibi et vous faites certains projets au niveau de la Zambie, plutôt. Zambie ou Namibi, je ne sais pas. Et vous faites certains projets au niveau de la centrale de Zongo pour amener à Kolwezi de l'énergie pour vos opérations. Mais ma question est que ça ne vous coûte pas cher, parce que nous, le Congo, nous sommes dans une zone qu'on appelle zone où la densité chironique est très élevée. Alors, quand on construit les lignes, nous avons beaucoup de perturbations. Alors que, par exemple, la Banque mondiale avait identifié beaucoup de sites où on pourrait construire des centrales hydroélectriques. Au niveau de Lualaba, Likasi, c'est plus de 700 sites avec des potentiels allant de 5 MW à 333 MW. Pourquoi ne pas construire des centrales proches de vos opérations qu'aller chercher à Kinshasa ou à Zongo, très loin de vos opérations? Ça, c'est la première question. La deuxième question, bon, il y a deux panélistes ou orateurs qui sont passés avant vous, mais personne ne parle de futur de la jeunesse en termes des opérations. Quels sont vos projets à court terme, à long terme pour la jeunesse congolaise, en termes d'emploi, par exemple, aussi en termes de leur futur? Par exemple, if you can say in the coming 20 years, what are we gonna do for the younger people are coming? Combien de personnes vous allez engager dans 5 ans, 10 ans? Et qu'est-ce que vous allez laisser aussi à la population? Parce qu'un jour, les mines vont finir. Qu'est-ce qu'on aura en retour? Merci. Merci pour vos questions. Je ne sais pas, DG, vous voulez parler ou je peux prendre tout votre temps de parole pour répondre? Parce que c'est des questions qui sont très pertinentes, mais aussi où la réponse n'est pas, bon, est assez... Bon, je devrais pouvoir développer la réponse également. Donc deux points, énergie d'une part, investissement dans la jeunesse d'autre part. Donc comme vous l'avez souligné, et comme tout le monde le sait, le type de projet que nous avons
consomment beaucoup d'énergie. Les besoins d'énergie sont très importants. Pour vous donner une idée très concrète, aujourd'hui, les besoins en énergie sont d'à peu près 140 MW. Et ça, c'est avant la mise en service de la fonderie à Kamoa-Kakula. Bien avant que nous commençons la production, quand les besoins en énergie étaient encore plus modestes, nous avons commencé à planifier pour ces besoins futurs en énergie. La première initiative que nous avons prise, c'était de faire un partenariat avec la SNEL, où nous avons financé la réhabilitation, la modernisation de centrales électriques identifiées de la SNEL. Dans un premier temps, il s'agissait de Mwadingusha, Nseke et Nzilo. Mwadingusha a été réhabilité et a été mise en service au mois d'août 2021. Et en même temps, nous avons remplacé Nzilo et Nseke par une turbine à la centrale Inga 2, la G25, donc la turbine 5 à la centrale Inga 2, pour des raisons d'efficacité, parce que nous serons en mesure, avec un investissement qui ne devait pas être beaucoup plus important, avoir beaucoup plus de mégawatts. Donc on parle à Inga 2 de 178 mégawatts de génération. Donc, première initiative. Deuxième initiative, parce que nous avons un besoin, nous avons fini certains projets, à un premier temps 60 MW de solaire sur le site minier. Nous avons du backup generator des groupes électrogènes pour pallier l'instabilité de l'électricité. Et en dernier lieu, et ça rejoint la dernière partie de votre question, nous avons commencé un processus d'identification de IPP, donc de centrales indépendantes en RDC, hydro, qui sont, plusieurs d'entre elles sont à différentes phases de développement, pour voir dans quelle mesure nous pouvons jouer un rôle à leur développement. Donc, c'est un mix énergétique que nous recherchons, avec des prix différents, mais il est très important de souligner que ne pas produire par manque d'électricité sera toujours beaucoup plus cher que produire même avec la source la plus chère, qui est le générateur diesel. Donc, voilà pour la partie électricité. Pour la partie investissement dans la jeunesse, à nouveau, il y a plusieurs pôles qui peuvent être mentionnés. Je commence d'abord avec le pôle emploi direct. Aujourd'hui, Kamoa-Kakula, le projet, emploie plus ou moins 22 000 personnes, de façon directe et indirecte, dont un peu moins de 7 000 personnes qui sont des employés directs de Kamoa. Dans ce staff de Kamoa, aujourd'hui, 90% sont des Congolais. Si ceux qui ont suivi des présentations antérieures savent que le chiffre, le pourcentage a légèrement baissé récemment, et c'est dû à la fonderie. La fonderie, c'est une fonderie, c'est seulement la 4e fonderie de ce genre qui sera construite au monde, avec une expertise requise qui est très importante et qui n'est pas forcément directement disponible au Congo. Ce que nous avons fait, ce n'est pas uniquement apporter de la main-d'œuvre, mais c'est de recruter des Congolais que nous avons envoyés en Chine, en Zambie, pour être entraînés sur ce genre de smelt, ce genre de fonderie, pour qu'ils puissent effectivement être employés et qu'ils puissent progressivement prendre la relève de certains expatriés. Ensuite, je vais me limiter parce que je sais que je prends beaucoup de temps, une initiative qui a été inaugurée par le président de la République en 2022, c'est la construction de ce qu'on a nommé le Centre d'excellence de Kamoa, où nous recrutons, pas parmi les employés, mais parmi les communautés voisines et la population de Kolwezi, nous recrutons des étudiants avec un triage assez poussé, qui font pour l'instant qui font un programme d'une année au Centre d'excellence de Kamoa, qui ensuite, dont les meilleurs étudiants bénéficient de bourses pour étudier, continuer leurs études universitaires, soit au pays, soit à l'étranger. L'idée, c'est de ramener cet enseignement progressivement vraiment sur la mine dans le centre d'excellence plutôt que d'être dans un système de bourse. En plus de cela, et c'est là que je vais m'arrêter, nous avons des programmes d'identification de jeunes Congolais qu'on met sur un track pour le leadership. C'est un programme qui s'appelle Kipaji. Et donc, c'est chaque année un groupe de jeunes Congolais qui est identifié par rapport à leur capacité de leadership et qui sont mis sur un programme en collaboration, je pense, les 2 dernières années avec l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud pour effectivement les assister à monter en puissance et devenir les futurs leaders de nos projets. Voilà, je m'arrête là. Je pourrais parler aussi des projets communautaires que nous soutenons, où aussi il y a de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui est créé et soutenu par Kamoa, mais je suis conscient du temps qui m'est alloué.
C'est une très bonne question. J'ai quelques minutes déjà avant la deuxième étape. Any other questions? Oui, monsieur. Allez, microphone, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, c'est juste une petite ajoute. Le code et le règlement minier prévoient des quotas pour les emplois des Congolais. C'est dans les dispositions du code et du règlement minier. Donc, à chaque fois qu'il parle, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que c'est dans le code minier. C'est un exemple assez intéressant, mais est-ce que d'autres compagnies le suivent? Le code minier prévoit les différents quotas pour toutes les phases du projet, le nombre de Congolais qu'il faut employer. Okay. Merci. Oui, vous êtes aussi. J'ai une petite préoccupation. Le professeur a posé une question très profonde pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Kamoa, c'est un grand projet. Monsieur le représentant de Kamoa, je vous suggérerais, moi personnellement, parce que vous avez un déficit de la main-d'œuvre congolaise, pourquoi vous ne pouvez pas organiser une formation ou bien une école de formation de la main-d'œuvre locale, des jeunes qui étudient au niveau local, qui sont formés par Kamoa et qui peuvent être directement utilisés par Kamoa. Plutôt que de prendre cette politique-là, de choisir, trier 3, 4, 5 personnes, vous les envoyez à l'étranger, ils reviennent, vous les embauchez. Mais aussi longtemps que le projet Kamoa existera, vous aurez toujours besoin de cette main-d'œuvre-là. Pourquoi ne pas former sur place et organiser pérennement cette formation? Parce que l'exploration de la RDC, elle est encore partielle. Et peut-être vous pouvez encore muter vers d'autres provinces. Mais si vous avez déjà votre école où il y a une pépinière que vous exploitez, je crois que vous n'allez pas perdre beaucoup plutôt que de choisir 3, 4, 5 personnes. Vous les envoyez en formation, vous les ramenez, vous les casez. Mais prière, réfléchir comment pérenniser cette formation de la jeunesse sur place. Je vous remercie. École des études, comment? Je suis le directeur général de fonds miniers pour les générations futures. C'est pourquoi je plaide pour cette jeunesse-là une formation pérenne. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Deux choses, et je pense que je l'ai déjà souligné en répondant à la question du prof. Nous ne sommes qu'au tout début de ce projet Centre d'excellence et l'objectif est effectivement de ramener le plus que possible l'enseignement sur place. Et d'ailleurs, parce qu'on estime que vraiment qu'on a une sorte de recette gagnante sur place où on voudrait même pouvoir faire concurrence avec des institutions internationales de premier plan, c'est que nous avons la capacité d'offrir un enseignement théorique, mais juste à côté d'une mine moderne, nouvellement construite, donc où nous pouvons plus facilement marier la pratique à la théorie, là, sur place, au centre d'excellence, qui n'est qu'à quelques kilomètres de la mine de Kakula et qui est encore plus rapproché des mines de Kansoko et de Kamoa. Donc, le projet futur, c'est effectivement de ramener cela plus proche, plus près du terrain. Mais j'ai été moi-même, depuis le début, très impliqué dans ce projet. Il n'est pas évident, je vous assure, de monter une université du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première réponse à votre question. Il y a un autre volet qui toujours a un lien avec le centre d'excellence, et plus par rapport à son emplacement et son bâtiment. Nous allons cette année commencer la construction d'un nouvel aile à ce bâtiment, et en quelque sorte d'une nouvelle phase de ce centre d'excellence qui sera plus focalisé sur des métiers tels que l'électricité, plomberie, ainsi de suite. Donc nous avons constaté dans le contingent d'expatriés que nous restons assez dépendants de certains expatriés avec ce genre de compétences. Donc le but, et ça ce seront vraiment des programmes ciblés pour les employés de Kamoa ou des gens nouvellement recrutés pour Kamoa spécifiquement, pour faire en sorte que dans ces domaines-là, pour ces métiers en particulier, nous devenons à terme de moins en moins dépendants de la main-d'œuvre expatriée. Oui, en arrière. Bonjour,
Monsieur Olivier, je voudrais revenir au point soulevé par monsieur du ministère des Mines. Pourquoi construire une école au moment où il y a Mutoshi, qui est à Kolwezi, il y a Don Bosco, qui est à Lubumbashi? Ce sont des centres qui développent des métiers pertinents pour le travail des mines. Pourquoi ne pas contribuer financièrement à ces centres? Et je suis sûre qu'il y a un autre, je crois qu'il y a un autre à Likassi, je ne suis pas très sûre. Alors ça, c'est ma première contribution. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez un peu parler des transports? Parce que je comprends que Kamoa est en train d'acheminer ses minerais par voie ferrée. Et qu'est-ce qu'il en est du projet de Lobito? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez en parler un peu si vous en avez la possibilité? Je vous remercie. Oui, sans aucun problème. Je commence peut-être par la dernière question. Nous acheminons effectivement en 2024, il s'agissait de 25 000 tonnes. Le volume, donc pas le contenu métal, ce qui est très, très modeste pour une société comme Kamoa, parce que la totalité des volumes que nous avons transportés l'année passée avoisine les 1 million de tonnes. Mais en même temps, il est important, c'est un projet qui existe conceptuellement depuis très longtemps. Juste à titre personnel, j'ai eu à travailler dans une autre capacité en 2012 sur ce projet et donc il n'avait jamais vraiment décollé. Et donc là, je dirais au moins avant Trump, il y avait une dynamique Lobito, un investissement, un appui des États-Unis et de l'Union européenne, une concession qui avait été attribuée sur le rail du côté angolais. Et donc nous avons voulu soutenir ce projet en testant en quelque sorte le projet, en mettant des volumes sur ce rail-là, bien avant toute autre société, parce qu'on sait bien que pour ce genre de projet, pour que ces projets puissent se développer et pour que les volumes puissent croître, que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Donc il faut en quelque sorte essayer de les appuyer pour que ces projets puissent monter en puissance. Pourquoi nous appuyons cela? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que le trajet est beaucoup plus rapide pour l'instant, donc avec des volumes limités. Donc il y a clairement des gains financiers et temporaires. Deuxièmement, c'est une solution plus verte que les camions. Donc pour nous, ça fait sens d'appuyer ce projet-là. Ça fait sens d'ouvrir d'autres corridors, de nouveaux corridors, parce que jusqu'à ce qu'il n'y a pas très longtemps, le seul point de sortie, c'était Kasumbalesa. Donc le plus qu'il y a de diversité, le plus qu'on peut désengorger les routes de la RDC et limiter et réduire les coûts de transport. Donc voilà pour votre deuxième question. Rappelez-moi juste la première question, c'était lié. Mutoshi, oui, effectivement. Nous avons, avant de nous embarquer sur le projet Centre d'Excellence, nous avons, dans le contexte de la Chambre des mines, eu à parler d'un soutien des sociétés minières à l'Institut de Mutoshi. Au finish, on nous avait demandé, nous, spécifiquement, de la part du gouvernement, de faire un projet distinct. Et il y a une autre société qui, aujourd'hui, n'est pas représentée, qui a, en quelque sorte, hérité ou qui a adopté le projet Mutoshi. Je ne sais, j'avoue, et je ne peux pas parler pour eux, je ne sais pas dans quelle mesure ce projet a vraiment décollé et quels sont les résultats. À un certain moment, pour rejoindre votre préoccupation, nous avons quand même essayé de nous rapprocher de cette société minière qui travaille sur Mutoshi pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait créer des synergies entre notre projet et le leur. Parce que là où je vous rejoins dans votre préoccupation, c'est vrai que parfois en RDC, comme ailleurs d'ailleurs, c'est pas seulement en RDC, parfois il n'y a pas un alignement suffisant entre plusieurs projets et nous n'arrivons pas forcément à avoir les économies d'échelle qui pourraient être réalisées si nous nous mettons ensemble. Mais il y a un contexte assez particulier qui a fait qu'on nous a demandé très spécifiquement de faire un projet distinct. Olivier, we kept you here for making up for Barrick and Glencore. And by the way, Glencore and Barrick represented us one more time. On Tuesday, they're going to be at the Spotlight Conference at the PDAC. So you can attend that and ask the question at the time as well. I have one question before we sign off. The smelter requires a lot of power, a couple of 100 megawatts, obviously. And a lot of... A lot, but not that much. Okay. So the smelter...
The smelters' power requirements standalone are 71 megawatts. Okay. So in terms of not only the just referencing the power rates. Okay. Many countries have low power rates at the source, but because of transmission charges and also structural representation of other companies, from 5 to 6 cents, 7 cents becomes 20, 25 cents. Is that the trend in Congo in terms of charging the power rates to industrial users, or are you going to be able to access the source cost? At this stage, the grid power, so grid power from SNEL, is cheap in comparison. I won't necessarily say it's cheap, but it's quite cheap. So we have quite a range. Basically, what we have at this stage is a grid power coming from SNEL, which is our cheapest power. We have imported power coming from the South African power pool, mostly Zambia, Mozambique, and even there the rates are different depending where it comes from, and obviously also because of the wheeling trajectory and the wheeling charges that increase with greater distance. So that basically comes number two in terms of if you go from cheaper to more expensive. And then what is very expensive is gensets, generated power. But still, because we had during quite an extensive period last year, there were significant issues with the grid, where we had to rely a lot more on gensets than what we had hoped and what we had initially catered for. But as I said earlier, doing the maths between not producing or producing on gensets, that doesn't take 5 minutes to make the call in terms of what you go for. Okay. Olivier, thank you again. Thank you.